Merci. Donc, tu nous l'as dit, les compagnies pétrolières étaient intéressées par ces programmes et Jean Lourbineau, qui a fait toute sa carrière dans l'industrie pétrolière, sédimentologue et stratigraphe, va nous présenter l'importance de ces reconstitutions en exploration pétrolière. Bon, bonjour à tous. D'abord, je remercie François de m'avoir convié. Et puis, en fait, les choses ont un peu changé puisque au moment initial où devait avoir lieu cet hommage, j'étais encore Total et puis, entre-temps, j'ai pris ma retraite et j'ai rejoint comme chercheur l'université de Sorbonne, d'où le bandeau en bas. Mais j'ai quand même des collègues associés de Total qui m'ont aidé à construire cette présentation. Donc, je vais vous montrer un peu la vision d'un sponsor. Et avant de vous montrer l'importance qu'ont les cartes paléographiques en exploration pétrolière, je vais faire une sorte de tour d'horizon des différents types de cartes qu'on utilise dans l'industrie, puisqu'on est dans d'autres consortiums que ceux que Eric a évoqués. Et puis, il y a des contracteurs qui ont des propositions. Donc, je vais les passer un peu en revue, faire une critique et vous montrer aussi les voies d'avenir. Alors, le plan, donc, on va faire les cartes, l'addition rapide des cartes de Dercourt, puisque Eric en a parlé. Les projets académiques concurrents, je vais les aborder. Il y avait des approches industrielles, notamment Shell avec Ziegler, il y a très longtemps, avait attaqué pour l'Europe du Nord. Je vais vous montrer l'importance qu'ont ces cartes quand on fait une approche, une évaluation des prospects, et puis les développements un peu en cours, en particulier ceux que Total sponsorisait. Donc, j'ai repris un peu des figures d'Eric. Donc, ce n'était pas concerté pour la DSTETIS. Donc, les voilà. Vous voyez qu'il y a un fil commun, c'est qu'à travers ELF ou Total, on a suivi l'intégralité des projets de Dercourt. On voit qu'il y a effectivement, comme Eric l'a mentionné, une évolution au cours du temps sur ces différents projets. Mais pour moi, le point clé, c'est qu'il y avait quand même une idée directrice qui était effectivement la passion que devait avoir Dercourt pour la TETIS. Après, Eric a donné des détails, je vais y revenir très brièvement, mais ce qui est fondamental, c'est que c'est des groupements scientifiques donc, qui ont été cofinancés à Académie Industrie. Je crois que, à ma connaissance, c'était une des premières en France. Dercourt a vraiment été un pionnier. Après, ça s'est un peu développé, mais il a quand même initié ce mouvement. Et comme l'a dit aussi Eric, les participations n'ont pas toujours été ce qu'elles auraient pu être à cause de l'embargo américain, notamment sur l'Iran et certains pays du Moyen-Orient. Alors, un des vrais plus pour moi, c'est d'avoir mis, malgré la période de confidentialité propre à tout consortium, c'est qu'au bout de quelques années, l'ensemble de ces cartes ont été mises à la disposition du public à travers ces atlas qu'on peut trouver via la CGM. J'ai mis ici les 4 du programme, donc une fois Eric en a parlé. Voilà quelques exemples des cartes. Alors ces cartes, on s'en servait, nous, beaucoup, puisque quand on présente un bassin pétrolier quelque part, c'est assez fréquent qu'une des premières diapos, c'est une carte paléographique de l'intervalle dans lequel on va s'intéresser. Donc ça, c'est une des cartes Tétis au Trias. J'ai pris 2 exemples des cartes Péritétis-Tétis. Vous les avez déjà vues avec Eric. Je pense que je peux passer assez vite, comme ça, je devrais arriver à rester dans les temps. Et puis, une carte de l'Aptien supérieur du programme Darius. Alors, l'Aptien supérieur, je vais y revenir, parce que c'est une période clé, c'est une période de grande extension des carbonates dans le domaine tétisien, et sur lequel on conduit depuis des travaux de recherche sur cet intervalle. Ça va avoir joué un rôle assez important dans le reste de la présentation. Donc, là, c'est un plus et un moins des projets. Donc, vous en avez déjà aussi parlé. Ce qui était très important, c'était l'échange avec les utilisateurs. Je me souviens avoir fait des séances au moment de la finalisation des cartes qui étaient extrêmement constructives, où on échangeait et puis on s'imprégnait des données, on savait comment les cartes étaient faites et c'était très important. À partir de Péritétis, si je ne me trompe pas, ça a été mis sous ArcGIS, et donc, ce qui est un vrai plus pour nous, et surtout ça permettait une utilisation en interne dans nos propres programmes.
Là encore, je parle sous le contrôle de Bruno. Je crois qu'il y avait 60 000 points référencés, il me semble, beaucoup plus. Mais bah, tu vois, je m'étais arrêté à 60 000. Donc, c'est une base de données absolument sans équivalent et qui est très importante et qui a été énormément utilisée. Je pense qu'un des usages extrêmement importants qui en a été fait ensuite, c'est par nos amis d'Exxon, qui s'en sont abondamment servis pour documenter la carte géologique du monde. Bon, Eric a parlé de l'évolution cinématique au cours du temps, comment il a construit les cartes, c'est un point important. Un des points importants aussi pour nous en termes de paléogéographie, c'était la différenciation plateforme-bassin, même si parfois, cette limite, elle avait des approximations qui étaient liées aux données. En particulier, on va y revenir après, le fait qu'il n'y ait pas de données offshore, ou très peu, pas d'accès à la sismique. Et puis, il y avait, je sais que Dercourt insistait beaucoup sur ce point-là, parce que je me souviens d'une soutenance de thèse où il avait insisté sur la valeur des... C'est les seules cartes sur lesquelles les tenseurs paléotectoniques étaient reportés. Et puis, pour moi, l'aspect fondamental, la mise à disposition des cartes à travers la CGGM auprès de la communauté scientifique. Alors, voilà un exemple en interne, les cartes qui ont été remises dans notre système d'information géographique total à l'époque, ArcGIS. J'en ai pris deux, une au Permien, une au Burdigaléen, pour vous montrer un peu ce qu'on faisait de ce type de carte. Et puis, c'est pour évoquer le point que j'ai mentionné, des limites, par exemple, il se trouve que dans tout le nord de l'Égypte, le Western Desert, tout ça, il n'y avait pas de données offshore et même les données à terre n'étaient pas très ouvertes en Égypte. Et donc, en fait, la limite cartographique souvent qui a été prise sur la limite plateforme bassin, elle n'est pas très, très différente d'une bathymétrie fond de mer aujourd'hui. Et on va voir qu'aujourd'hui, à partir de données nouvelles, on a pu la modifier et la modifier au cours du temps. Alors, quelles étaient les limites de ce projet? D'abord, je l'ai mentionné, mais il n'y avait pas d'utilisation de la sismique conventionnelle, c'était l'apanage de l'industrie. Il n'y avait notamment pas à l'époque les programmes développés par certains contracteurs de sismique avec forte pénétration et toute longue, qui permettaient de beaucoup mieux comprendre la position du mot, les limites de plaque. Voilà. Il y avait, mais Eric en a parlé, il n'y avait pas d'altimétrie terrestre, fondamentalement, et il n'y avait pas de cartographie des aires de drainage. Alors pour nous, quand on cherche des prospects, c'est important de savoir où sont les sources d'entrée de sédiments. Il n'y avait pas de lien avec les paléoclimats. Et puis, les cartes étaient restreintes à l'intervalle Carbonifère sud-Pléistocène, c'était l'histoire de la tétis. Et puis, la cinématique, globalement, est limitée au domaine tétisien. Donc, voilà ces limites. À partir d'une carte, par exemple, ici, des données de Ion, vous voyez que maintenant, la sismique, elle permet d'imager le Moho. Avant, c'était beaucoup plus difficile, même avec de la réfraction. Ce n'était pas forcément ce qui était le plus facile. Maintenant, on a quand même deviennent beaucoup mieux contraints. Alors, bon, il se trouve qu'en parallèle, et je pense que Dercourt, même s'il a été un pionnier, n'était pas le seul. Ziegler, qui travaillait chez Shell, avait développé tout un tas de projets. Donc, je vais d'abord vous parler des projets académiques. Donc, le projet de Ziegler, les projets russes que Dercourt a su très habilement, et Eric l'a mentionné via la collaboration avec Popov, incorporé dans le programme TETIS. Il y avait un projet développé par l'université de Syracuse qui n'est pas commercial et avec des cartes globales. Et puis, il y a surtout, je vais passer un peu plus de temps, le projet de Scotty, le projet PaleoMap que tout le monde connaît. Il y avait le projet IGCP qui a été développé par Stampfli, qui d'abord a travaillé dans le projet TETIS, puis ensuite a créé son propre projet international. Et puis, il y a surtout les grands travaux actuellement développés par l'université de Sydney Earthbite avec le développement de l'outil Gplate, qui sont un outil fondamental. Donc, on va passer ces programmes en revue. Donc, voilà deux exemples de cartes de Ziegler. Alors, vous voyez qu'il a quand même une altimétrie sur les continents. Elle est assez basique. Et cette altimétrie, elle était basée sur un concept intéressant qui était le fractionnement isotopique du delta O18 en fonction de l'altitude. Donc, ça donnait une première approche. C'était assez rudimentaire, mais enfin, ça avait le mérite d'exister. Voilà les cartes que beaucoup de gens connaissent de Ziegler pour l'Europe du Nord, mais il abordait un peu la tétis. Donc, ces cartes, elles ont été publiées sous forme d'atlas, elles étaient très, très populaires. J'ai trouvé sur Internet des cartes russes, ce n'est pas les cartes de Popov, mais en tout cas, vous voyez qu'il existait des cartes, elles datent de 98, c'est quand même relativement ancien. C'est important parce qu'elles ont contribué, dans certains cas, au façonnement des cartes tétis ultérieurement. Alors, on utilise, nous, des cartes qui viennent d'instituts russes. Par exemple, ici, je vous en montre deux, qui correspondent, par exemple, ici,
à l'intervalle de la Roche-Mère Bajenov, qui est un niveau d'argile anoxique développé dans le bassin sibérien. Et puis, une carte d'un des principaux réservoirs. Et j'ai mis une petite étoile où Total a des actifs très importants et où ce réservoir-là du Sénomanien est clé. Donc, en fait, en utilisant ces cartes, par exemple, quand on fait une description sédimentale des carottes, ben, on est plus confiant dans le fait qu'on rentre dans un cadre géographique qui est cohérent. Après, il y a les projets de l'Université de Syracuse. Je les ai trouvés extrêmement intéressants sur le net. Et ces projets, par exemple, j'ai fait une toute petite animation, mais ils sont intéressants parce qu'ils mettent bien en évidence quelque chose qui m'est cher, qui est le sillon transsaharien jusqu'à la Bénin. C'est pour une anecdote, mais il y a très très longtemps, j'ai traversé le Sahara et un jour, j'étais au sud, entre Taman Rasset et Insala, et très intrigué, j'étais avec ma 4L et je voyais des taches blanches à l'horizon. Et quand je me suis approché, j'ai trouvé des calcaires arudistes du Turonien posés sur le socle. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, tiens, mais la mer était là au milieu du Sahara. Alors, le projet Scotties, c'est le projet le plus connu. Il a commencé très tôt. Il avait effectivement un nombre de sponsors très conséquent, donc des financements importants. Je les ai mis là. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tous les noter. En tout cas, Total était dedans depuis 2003. Donc, le grand mérite de ce projet, c'est d'avoir attaqué des cartes depuis le Paléozoïque, depuis le Cambrien, jusqu'au Miocène, enfin jusqu'au dernier maximum glaciaire. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on est plus restreint au domaine Tétis. Ce sont vraiment des cartes globales. Et puis, j'ai cette petite animation, si elle peut fonctionner. Ça prend pas en charge. Bon, enfin, c'est pas très grave. Le gros mérite de Scotties, c'est d'avoir effectivement mis à travers une cinématique sur la sphère, puis réaliser ces animations au cours du temps. Et donc, ça, vous l'avez sur le net, c'est très facile à regarder. Et puis, il y a un autre avantage, c'est qu'on peut accéder à des projections polaires, ce qui est quand même aussi un plus, parce que ce n'est pas toujours une approche, quand on travaille dans les zones septentrionales, qu'on a la possibilité de faire, et que les cartes en projection planisphérique ont tendance à déformer. Donc voilà, si on fait un petit bilan de ce projet, ce sont des cartes globales avec des projections qui traitent de tout le phanérozoïque, donc ça c'est important. Il y a une cinématique intéressante qui a été développée, qui était comme celle de Bruno et d'Éric, basée sur l'évolution des anomalies magnétiques et la cinématique, mais il y a d'autres paramètres. Très rapidement, dès 2012, il a incorporé la cinématique du logiciel Gplake développé par Earthbyte, dont je vais parler après. Et puis, il a très tôt développé en parallèle une approche paléoclimatique. Alors, au début, elle était très rudimentaire. Elle était basée sur un couplage entre la lithologie, en utilisant les lithologies comme marqueur des paléolatitudes. Alors, pour certains, comme pour les évaporites ou les dépôts glaciaires, ça marche bien, mais c'était une première approche. Et puis, il a intégré avec d'autres chercheurs le runoff, le vent, la salinité, l'anoxie. Et l'approche, on va dire, altimétrique, elle était un peu plus rudimentaire, mais avec Gplake, elle s'est beaucoup améliorée, puisque Gplake incorpore ce niveau. Et par contre, ce qui est un peu moins bien, c'est que les points de contrôle n'étaient pas systématiquement explicites dans les cartes de paléomètre. Donc voilà, par exemple, pour l'approche paléoclimatique, ici, vous avez une carte il y a le vent, pardon. Il y a le vent. Ici, bon, ça c'est le vent. Devant, il y avait la salinité. Ici, c'est les zones anoxiques. Bon, donc, c'est des cartes qui sont quand même utiles. Et puis voilà l'approche basique qu'il avait pour les paléolatitudes, c'est-à-dire qu'en fonction du type de lithologie, il regardait si la lithologie avait une certaine cohérence avec la bande latitudinale ou l'amenait sa reconstitution. Ce qui est finalement assez simple, mais c'est très robuste. Alors, l'altimétrie, je vous en ai parlé, elle était quand même assez rudimentaire, mais comme beaucoup, il n'y avait pas les aires de drainage. Et ça reste, même encore aujourd'hui, un facteur limitant sur beaucoup de cartes, parce que vous verrez, on n'est pas encore très avancé. Alors, ça s'est amélioré beaucoup chez Scotties à partir de 2012, parce que l'équipe de Sydney travaille beaucoup sur le concept de topographie dynamique. Et du coup, elle a incorporé dans le logiciel Earthbyte
les concepts sur la topographie dynamique. Et du coup, elle peut un peu mieux comprendre les paléoélévations en milieu terrestre. Alors, le projet Stampfli, je vais en montrer quelques mots. Bon, il était un peu, au départ, centré sur le domaine téthysien, puisque d'abord, Stampfli avait travaillé avec les équipes de Dercourt, et puis Eric et Bruno, et Téthys surtout. Et puis ensuite, il est devenu indépendant en montant ce projet 369. Il a fait une cinématique sur la sphère. Donc, voilà quelques exemples de ces cartes. On retrouve des éléments de Téthys, on sent que l'inspiration. Et puis, il a développé, il a explicité comment son module cinématique et comment il déformait les plaques et comment il faisait les vecteurs de déformation au cours du temps. Donc ça, c'était assez intéressant dans le projet de Stampfli. Ensuite, ben voilà, on est au cœur du projet J-Plate. Donc, c'est le gros intérêt, c'est que c'est un code open source, il est sur des financements publics. Donc, tout le monde peut s'en servir et c'est comme ça que Scotties l'a récupéré. Chez Total, on s'en sert en interne. Et aujourd'hui, beaucoup de monde utilise ce logiciel qui apparemment est très performant. Donc, son développeur principal, Dietmar Müller, a publié un papier et c'est pas par hasard, il a obtenu la médaille de la Stephen Müller médaille en 2021 à l'EGU. Alors, pareil, il y avait une animation. J'aurais pu monter l'élévation, mais visiblement, elle ne fonctionne pas. Voilà. Alors, en dehors de ces projets académiques, il y avait des projets industriels qui ont démarré, certains très tôt. Hein. Je vais vous montrer les cartes de Ziegler et puis après, je vais vous parler des projets de contracteurs dans lesquels on est. Alors voilà, les cartes de Ziegler, c'est les plus vieilles, 72. Je pense qu'avant même que Dercourt, à peu près au même moment où Dercourt va songer à ces projets, elles sont plus connues dans la version en couleur, où il différencie les différents domaines. Mais c'est des cartes qui sont assez intéressantes, en tout cas pour la partie Europe du Nord. Et puis, il est parti après, il a migré à l'université de Chicago et il a développé après un nouveau programme dont on va parler. Alors, les contracteurs, depuis longtemps, en particulier Robertson, qui est un grand contracteur, notamment de stratigraphie en mer du Nord. Moi, j'ai été expatrié en Norvège et on travaillait avec les données Robertson. Ils bénéficient à ce titre d'une énorme base de données qu'ils utilisent pour construire ces cartes paléographiques. Alors, parfois, les données ne sont pas toujours explicites parce que pour des raisons de confidentialité ou quand on n'est pas dans la période où le puits peut être mis dans le public, ces cartes restent confidentielles. Mais néanmoins, ils ont une très solide base de données et en utilisant un outil interne. Alors, chez Robertson, je ne sais plus le nom de l'outil, enfin, c'est Géo, on va y revenir. Donc, en tout cas, ils ont développé des cartes paléographiques. Ils font des comparaisons, ils utilisent des classifications de bassins. En particulier, ils ont fait une comparaison, par exemple, Evensic a développé une comparaison dans un article récent entre les cartes qu'il y a dans la base de données Robertson et puis ses propres cartes, et vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence. Donc, les cartes qui sont dans le module de Robertson sont plutôt robustes. Alors voilà, le modèle de tectonique des plaques qu'ils utilisent, il s'appelle Wizard, et il déforme les plaques sur la sphère, donc en fonction de différents paramètres, que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et puis, par contre, ils utilisent des données d'entrée classiques avec des données structurales, le terrain, les cartes paléographiques, les anomalies magnétiques pour contraindre les limites. Et puis, voilà 2 exemples de reconstitution de ces plaques pour le domaine de l'océan Indien, qui montrent un peu comment c'est organisé dans leur outil. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont une chaîne de travail complète intégrée, puisqu'ils ont couplé ça avec des modules paléoclimatiques. Et donc, voilà, on peut travailler avec la paléographie, l'élévation, la circulation, le climat. C'est des vrais plus industriels. Alors, il y a une autre compagnie, Neftext, qui est une filiale de Halliburton, qui a développé l'outil. À mon sens, c'est peut-être le projet aujourd'hui le plus abouti. Alors, ils ont au début récupéré le module cinématique de Stampfli, qui d'ailleurs leur a posé quelques problèmes, qui a posé quelques problèmes à Stampfli au niveau légal, dans la mesure où il a eu des financements nationaux du Fonds national de la recherche suisse. Quand il a revendu ça, je crois qu'il y a eu quelques problèmes. Je ne sais pas comment ça s'est fini. En tout cas, ils ont un module qui utilise cette tectonique, cette déformation. Ils l'explicitent. Alors, ils utilisent des unités
comme des sortes de plaques, mais qui sont en fait pas complètement des plaques, et qui déforment. Et au lieu d'avoir une utilisation conventionnelle, ils font des allers-retours permanents pour contraindre la cinématique sur les cartes. Donc, voilà l'exemple qu'ils ont fait. Et alors, tout à fait récemment, ils se sont aperçus que quand on fait ça, on a toujours des problèmes de chevauchement aux limites de plaques. C'est très difficile d'avoir un très bon fit des cartes. Et ils ont développé un outil, ça a été publié l'année dernière, des collaborateurs pour essayer de régler ces problèmes de limite. Vous voyez, sur la zone de recouvrement au niveau de l'Atlantique, eh bien, ils arrivent avec leur outil à résorber ce problème-là. Alors maintenant, on va rentrer un peu, j'ai mis un peu de temps à faire ce tour d'horizon, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous prendre deux exemples très concrets de à quoi nous servent les cartes géographiques. On est ici dans l'offshore du Mozambique. Dans cet offshore Mozambique, il y a un très grand haut qui s'appelle le Haut de Beira. Il n'y a aucune animation. Voilà. Donc, il y a un très grand haut structural qui est un haut de croûte continentale qui s'appelle le Haut de Beira. Alors, un haut comme ça, c'est la focalisation des hydrocarbures. Et on s'était dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là? Voilà, CGG a tiré récemment des 3D sur cette zone et l'intervalle d'intérêt, c'était ces petites unités-là qui, par endroits, sont un peu provalentes. Et bon, la question, c'était, est-ce que ce sont des carbonates du type carbonates tropicaux? Et alors, quand on prend la carte de Scotties, on a replacé le point de contrôle à 3 périodes, autrivien, barémiapsien, et on voit qu'on est toujours dans des latitudes relativement élevées, on est plus proche de 50 degrés, et donc par rapport à ce qu'on sait, la zone de productivité maximum des carbonates, ce n'est pas idéal. Et moyennant quoi, eh bien, on n'y est pas allé. Alors, on a quand même, le prospect dont je parle est ici, mais on avait des doutes parce qu'il en existe un dans l'offshore aux confins Namibie-Angola. Bon. Et puis, il y a quand même des problèmes parce qu'on connaît très bien, nous, chez Total, dans le bassin du Neuquén, au niveau du bassin, le gisement de San Roque, où on a une magnifique plateforme carbonatée. Vous voyez ici les récifs sur une carte sismique 3D avec le système de drainage. Donc, à une latitude à peu près équivalente des cartes. Donc, il y a toujours des questions. Mais enfin, là, on est avec un regard pacifique. Enfin, en tout cas, à la fin, on n'a pas appliqué, on n'a pas bidé au round pour rentrer sur ce domaine parce qu'on pensait que les carbonates n'étaient pas. Il y a un autre cas qui a été à épisode multiple. C'est un prospect qui s'appelait d'abord Brandon puis Duncan, qui était dans le bassin de Porcupine, au sud-ouest de l'Irlande. C'était un magnifique mound. Donc, la question était, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va? Donc, en 2002, quand on a travaillé dessus, on a clairement... donc, il a quand même une bonne anomalie de globe carbonaté. Bon. Voilà, c'est d'autres images que j'ai repris du contracteur, enfin de l'opérateur qui l'a foré. Bon, on a une typologie assez carrée des plateformes carbonatées avec un côté au vent, un côté sous le vent. Il y a une petite cheminée de gaz au droit du système. Et puis, mais quand on regarde les cas, alors l'opérateur, il y croyait beaucoup parce que lui, il mettait la limite nord des carbonates plus au nord. Et donc, pour lui, on était dans la zone des récifs. Nous, en compilant les données, alors que ce soit les données dans la zone de Porcupine, les affleurements en France, et puis un puits d'ISDP, des dragages aussi, on était vraiment à la limite. Quand on regarde le puits 349 qui est ici, il y avait des carbonates, mais il y avait beaucoup de crêpes et des faciès distaux. Mais néanmoins, on aurait dû se méfier, il y avait quand même un petit intervalle d'une 50aine de mètres de carbonate bioplastique dans cette zone. Et puis finalement, ils ont foré le puits en 2017 et ils ont trouvé 50 mètres de carbonate, mais avec de l'huile résiduelle. Bon, alors vous voyez qu'il y a des limites dans la prédiction. C'était des calcararistes. Et l'affaire n'est pas finie puisqu'il a un petit frère et qui n'a pas encore été foré. Donc la question se pose, est-ce qu'il ne faut pas aller regarder ce type d'objet? Du coup, les Irlandais ont été très prompts et ils en ont fait un play concept et
Et aujourd'hui, vous avez ce manque carbonaté qui se développe au sommet des blocs basculants. Alors, ça a entraîné, vous vous doutez bien le résultat, même si c'est de l'huile résiduelle, mais le fait que la plateforme était là, beaucoup de questions chez nous dans le monde des carbonates, et ça a entraîné le développement d'un nouveau projet de recherche qui est en cours de finalisation et qui consiste à essayer à partir de modèles climatiques, productivité des carbonates, de définir les zones d'extension des plateformes carbonatées en fonction de paléogéographie donnée. Alors, voilà ce modèle actuellement, ce qu'il donne, avec des tests de sensibilité. Je ne vais pas passer tous les paramètres, mais sur la saturation de l'aragonite, le total de carbonate dissous, l'oxygène, l'alcalinité des eaux, la température. Et puis, donc, ça donne ça, les cartes donnent ça. Donc, les zones dans lesquelles on produit, pour l'actuel, on le teste d'abord à l'actuel, les zones où on a cette production carbonatée. Et puis, on teste, alors c'est pareil, pas d'animation, on teste sa validité avec la distribution actuelle et on arrive à des choses, si ça marche, à des zones qui sont avec des taux de confiance, vous voyez, qui sont relativement élevés, puisqu'on arrive dans certains endroits à un taux de 70%. Et quand on a des problèmes, comme dans la zone ici du nord de l'Australie, c'est souvent parce qu'il y a des apports territoriaux qu'on a du mal, comme les aires de drainage sont pas pris en compte, à produire. Alors, à partir de là, on a développé ce programme pour essayer de travailler sur des intervalles du passé, et en particulier sur l'APSIEN, le test. Alors, l'étape numéro 1, c'est de comparer les différentes cartes. Et d'ailleurs, dans le projet, on va faire des tests de sensibilité en fonction des différents types de cartes paléographiques pour voir la sensibilité qu'a ce projet. Et puis, on utilise la courbe thermique de Scotties qui a été publiée dans sa carte. Et alors, voilà ce que ça donne quand on le fait pour la restauration à l'APSIEN. Voilà les cartes. Donc, vous voyez qu'il y a des distributions paléolacunales, mais on voit que sur la zone Pacifique, eh bien, il y a d'énormes anomalies, c'est-à-dire que le strict développement latitudinal de la plateforme n'est pas parfaitement respecté. Il se passe des choses anomalies. Et ce genre d'anomalie du développement des carbonates avec l'altitude, c'est peut-être à l'origine du fait qu'on a des carbonates plus hauts que ce qu'on prévoit. Voilà. Alors, aujourd'hui, on travaille aussi au niveau des équipes structurales sur un nouveau projet. C'est l'or diapo. Donc, on utilise surtout pour les marches passives des modèles récents. On a en particulier adapté les modèles nouveaux qui ont été développés, notamment par les équipes de Manachal dans le cadre du GDR Marge, et puis d'autres équipes. Et puis, on a surtout, on utilise le OpenGPlate et on fait de la cinématique et ça nous permet de replacer nos zones de façon efficace. Et du coup, bon, bah, certes, la paléotectonique et la tectonique des plaques, mais ce n'est pas une fin en soi pour nous. Hein, ce qui compte, c'est tout le reste. Et voilà, et donc ça permet par exemple ici de replacer nos blocs et en ayant remis en position restaurée, par exemple ici, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors, et enfin, ben, comme dans les cartes de Tétis, on peut inclure des données sur les environnements au niveau global. Donc voilà la tendance actuelle dans la maison. Et puis, ben, y a quand même un gros outil aujourd'hui, c'est qu'on a l'avantage de disposer de 3D absolument phénoménal dans lesquels on voit les systèmes de dépôt. On voit ici, par exemple, dans l'offshore guyanais, où on a foré un puits par ici, là, et on voit les canyons qui traversent la plateforme, on voit les fans. Ici, c'est un offshore, donc je ne peux pas vous donner le nom, mais où on voit très bien la limite, vous voyez, plateforme, le talus, le bassin. C'est des données assez fabuleuses qui permettent de comprendre. Ça, c'est le Norwest Shelf australien. Il y a une animation au Jurassique publiée par un de mes collègues, Julien Bourget, qui est absolument fantastique. Donc, on peut arriver aujourd'hui à une finesse du grain au niveau de la paléographie qui n'existait pas du temps des projets de Dercourt. Et puis, je vais noter quand même, un des développements actuels concerne les aires de drainage. Ça, c'est le projet développé par Rennes et par mon ami François Guillochot, qui travaille sur les aires de drainage de l'Afrique en particulier, et qui est une grande aide et qui va être un complément à toutes les cartes que vous avez vues avant. Et alors, un endroit où on s'en est aussi servi et où on peut faire des prédictions, c'est la dernière. C'est dans la zone de Great Bight. Et là, eh bien, il y avait un grand domaine minier qui s'ouvrait.
On a utilisé des sources de provenance de sédiments à partir des données de McDonald's, à partir des traces de fission. Et puis, en termes de palégiographie, la zone, vous voyez, elle était située là, donc dans le petit cercle rouge. Et en fait, on peut du coup prédire les faciès parce qu'on va être dans un sillon où la marée, compte tenu de l'étroitesse, va être un élément important. Bon, l'offshore égyptien, je vais le zapper, comme ça ira plus vite. Si, mon dada, le messinien, on a des très belles playmaps en caspienne parce qu'on a un dataset extraordinaire et puis les Russes ont publié aussi pas mal de données. On voit le canyon messinien de la Caspienne et puis on voit une des playmaps qu'on utilise avec donc l'ONLAB de toutes les séries dans le centre de la Caspienne et qui migre progressivement vers le nord. Et puis la playmap que ça donne, donc avec des cartes intervalle par intervalle, on peut savoir où c'est qu'on peut taper. Ça, je zappe. C'est des playmaps au Moyen-Orient sur le Cénomanien. Elles ont le seul intérêt, c'est comme le soulignait tout à l'heure, on travaille en stratiséquentiel, donc on fait des cartes qui sont très courtes au niveau de l'intervalle de temps, et donc elles ont une précision qui est plus satisfaisante, parce que vous voyez qu'entre une période de haut niveau et une pic de compression, il y a des différences colossales sur les cartes. Ça, je peux passer. Et puis, les nouvelles tendances du moment, c'est quoi? C'est du modeling et du modeling. Toutes les compagnies, tous les contracteurs se mettent au modeling. J'ai pris ça sur 2 des sites de contracteurs, mais vous voyez, ils font des simulations. Et c'est la tendance lourde de l'industrie actuellement. Mes conclusions, je crois qu'il faut remercier Dercourt par le rôle qu'il a joué comme pionnier dans le concept de cartographie, dans leur genèse, dans la diffusion. Comme l'ont développé plein de personnes, il a su fédérer des équipes industrielles, des équipes transnationales. Il a assuré une diffusion de ses cartes à l'international. Il y a des points très importants, mais par exemple pour nous, il nous a permis d'avoir des contacts avec des gens, par exemple en Russie ou à d'autres endroits, au moment où les pays de l'Est s'ouvraient et qui ont été utilisés justement à bon escient pour ça. Et il reste des problèmes. La qualité de la donnée et la qualification de la donnée, ça reste toujours un problème clé. Et de ce point de vue-là, Tétis, les projets étaient un vrai exemple, parce que les cartes, on sait où sont les points. Et puis, force est quand même de constater que quand on va sur le web et puis qu'on regarde ce que font les équipes françaises en matière de cinématique et d'animation 3D, on a un peu jeté l'éponge. On est passé un peu à côté du sujet. C'est un peu dommage, mais enfin, bon, c'est peut-être pas encore perdu parce qu'il peut y avoir d'autres rebondissements. L'histoire géologique fait continuer. Merci de votre attention. Merci Jean-Loup pour voilà, cette présentation qui a montré les avantages et les limites des reconstitutions paléogéographiques, leur paléo-environnemental, leur usage pour l'industrie pétrolière et puis les tendances. Voilà, actuellement, je vois qu'on intègre de plus en plus finalement les modélisations paléo-climatiques. On a le temps pour une question. Bon, une question. La question, c'est comment vous évaluez son apport et l'originalité de sa méthode. Hein. Alors, je ne sais pas, Laurent. La méthode, tu veux dire la façon de faire les cartes? Encore une fois, c'était une première originale. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de géodynamique et de cinématique, donc ça m'est moins difficile de porter un jugement définitif. Disons qu'on voit quand même, avec les tendances actuelles et tous les autres modèles qui existent, que les gens essayent de croiser l'information. Ce n'est pas utilisé une seule façon de traiter. Par exemple, Scottis, au début, il utilisait que des vitesses par rapport au dorsal. Et c'est probablement pas suffisant. Et après, quand il a commencé d'intégrer des données, il a pu avoir des cartes qui croisaient un peu l'information. Donc, je pense que c'est le bon sens. Plus on croise de données, eh bien, plus les cartes deviennent fiables.